Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir à cette conférence grand public organisée conjointement par l'Université de Genève et le NCCR SYNAPCHI. Ce pôle de recherche national a été créé en 2010 à la suite d'un appel compétitif du Fonds national suisse. Depuis lors, il a permis la création d'une large communauté de chercheurs dans le domaine des neurosciences psychiatriques, en rassemblant des cliniciens travaillant en psychiatrie et des chercheurs dans les neurosciences fondamentales travaillant sur des modèles animaux. Cette approche translationnelle a permis d'étudier les bases biologiques des maladies psychiatriques et de comprendre les mécanismes sous-jacents de ces maladies. Dans cette conférence, le professeur Pierre Magistretti va nous présenter son travail sur les cellules gliales, qui jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement cérébral. Je vous souhaite une excellente soirée et vous invite à découvrir les projets spécifiques de ce pôle de recherche sur le site de NCCR SYNAPCHI. Cette synthèse concerne les astrocytes, qui sont un type de cellules du cerveau. Les astrocytes ne projettent pas très loin, contrairement aux neurones, et ont des processus autour des capillaires sanguins, ce qui leur permet de jouer un rôle de couplage entre la source d'énergie et le consommateur principal d'énergie du cerveau. Le cerveau est un organe extrêmement vasculaire, qui consomme 20% de l'énergie de l'organisme alors qu'il ne représente que 2% de la masse. Les astrocytes peuvent ainsi distribuer les nutriments aux neurones. Le chercheur qui a développé cette recherche s'est intéressé aux astrocytes par hasard, sans suivre un cheminement scientifique, mais en raison de son intérêt pour la littérature grecque, qui l'a amené à s'intéresser au cerveau. Les émotions humaines sont au centre de la littérature grecque, et les astrocytes jouent un rôle dans les émotions humaines en régulant l'activité synaptique. La synapse est la zone de transmission du signal entre les neurones et chaque neurone est une entité séparée avec une variabilité morphologique magnifique et différente des autres. Malgré cela, tous les neurones ont la même organisation fondamentale. Chaque neurone peut recevoir jusqu'à 10 000 synapses, ce qui donne un chiffre astronomique de 10 puissance 15 synapses dans notre cerveau où les informations sont échangées à chaque seconde. Il y a une discontinuité spatiale entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. Les signaux entre les neurones sont de nature chimique et sont transmis par des neurotransmetteurs. Les cellules gliales et les astrocytes participent également à cette neurotransmission. La question était de savoir combien de neurotransmetteurs existent et on connaît actuellement les monoamines, la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. Les astrocytes sont un type de cellules gliales qui jouent un rôle important dans le maintien du milieu extracellulaire dans le cerveau. Ils comme une sorte de poubelle, captant ce qui est dans l'espace extracellulaire et maintenant un équilibre ionique stable. De plus, ils ont la capacité de capturer le glutamate libéré par les synapses, aidant ainsi à réguler la neurotransmission. Il existe 3 types de cellules gliales, dont les astrocytes. Le deuxième type est la microglie, qui a été découverte il y a quelques décennies et qui est impliquée dans les processus inflammatoires du cerveau. Le troisième type est les oligodendrocytes, qui produisent des gains autour des axones appelés myéline, qui agissent comme un isolant pour éviter les courts-circuits. La dégénérescence des oligodendrocytes est liée à la sclérose en plaques. Une observation intéressante est que le rapport entre les astrocytes et les neurones augmente chez les animaux plus évolués. Par exemple, l'humain a environ 1,5 fois plus d'astrocytes que de neurones. Les astrocytes humains ont également beaucoup plus de ramifications que les astrocytes de souris, ce qui leur permet d'influencer jusqu'à 120 000 à 150 000 synapses. Il est intéressant de noter qu'Einstein avait apparemment encore plus d'astrocytes que la moyenne, bien que cela ne puisse pas être confirmé de manière concluante. Au début des années 90, des scientifiques ont observé que le neurotransmetteur principal du cerveau était le glutamate et se sont demandé si les astrocytes jouaient un rôle dans le couplage entre l'activité glutamatergique et la réponse métabolique et d'imagerie. Ils ont décrit un mécanisme de couplage énergétique par lequel le glutamate stimule l'importation de glucose dans le cerveau. Cela a été une grosse surprise et a valu beaucoup d'antagonisme dans les années 90, car le lactate avait alors une mauvaise réputation, en tant que produit métabolique indésirable. Cependant, les scientifiques ont constaté que le lactate était une source d'énergie pour les cellules en présence d'oxygène. Cette découverte a fourni une base cellulaire pour expliquer les signaux obtenus en imagerie cérébrale, car elle montre que les astrocytes répondent également aux signaux glutamatergiques. Ce processus est connu sous le nom de navette astrocyte neuronolactate et représente un mécanisme qui permet de coupler l'activité neuronale à la fourniture d'énergie à la demande. Cependant, la question s'est posée de savoir si les astrocytes participaient également à la signalisation et au traitement du signal neuronal. Le problème était que les neurones ne conduisaient que des signaux électriques, ce qui rendait difficile l'enregistrement des signaux astrocytaires.
Les astrocytes sont des cellules du cerveau qui contribuent à la plasticité synaptique, c'est-à-dire à la capacité des neurones à modifier leur activité en réponse à une stimulation. Plusieurs expériences ont montré que les astrocytes peuvent libérer des molécules qui potentialisent la transmission synaptique, ce qui permet d'avoir un signal plus fort. Des travaux ont également démontré que le transport de lactate de l'astrocyte aux neurones est nécessaire pour la mémoire à long terme. Ce lactate est produit à partir du glycogène astrocytaire et est considéré comme un déchet métabolique. Les astrocytes peuvent ainsi jouer un rôle important dans la mémoire, bien qu'ils aient longtemps été considérés comme de simples cellules de soutien. En stimulant la plasticité synaptique et en fournissant du lactate aux neurones, les astrocytes coopèrent avec le neurotransmetteur classique, le glutamate, pour améliorer la mémoire. Cette découverte ouvre la possibilité de développer des molécules ciblant les mécanismes impliquant les astrocytes pour améliorer la mémoire. Les astrocytes jouent un rôle important dans le traitement de l'information par le cerveau, notamment en produisant une molécule qui est non seulement un substrat énergétique pour les neurones mais aussi un signal de plasticité, ce qui est impliqué dans divers processus physiologiques tels que la mémoire et l'humeur. La communication entre les astrocytes et les neurones pourrait ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles cibles possibles pour des interventions dans des maladies neuropsychiatriques. Le développement de molécules par l'industrie pharmaceutique au cours des 30 dernières années pour la neurologie et la psychiatrie n'a pas été très fructueux, à part pour la sclérose en plaques et l'épilepsie. Des scientifiques travaillent actuellement sur le développement de molécules à partir des astrocytes pour traiter les neurones. Comprendre le cerveau ne serait pas possible sans étudier les cellules gliales et leur interaction avec les neurones. Les corps cétoniques produits lors d'une diète cétogénique peuvent pénétrer dans le cerveau et avoir un effet positif sur la performance cognitive, bien que cela ait des limites. Les diètes cétogéniques sans prise de glucides peuvent également être bénéfiques pour la perte de poids. Il est essentiel de comprendre que la recherche en neurosciences a connu une croissance importante ces dernières années et que de nombreuses avancées ont été réalisées. Par exemple, l'utilisation de techniques d'imagerie cérébrale a permis de comprendre que le cerveau fonctionne en réalité à 90% de sa capacité maximale, contrairement à la croyance populaire selon laquelle nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Cela signifie que le cerveau est constamment actif et fonctionne à pleine capacité, même si certaines régions peuvent être plus actives que d'autres à des moments donnés. Par ailleurs, de nombreux médicaments psychiatriques ont été développés au fil des ans, avec une pharmacopée en constante augmentation et une réduction des effets secondaires pour les patients. Cependant, il reste encore beaucoup à faire dans le domaine des maladies neurologiques et psychiatriques, et de nouveaux paradigmes doivent être développés pour révolutionner le traitement de ces affections. Enfin, des progrès notables ont été réalisés dans le domaine des neurotechnologies, qui peuvent aider à améliorer les symptômes de certaines affections, comme la maladie de Parkinson, par exemple grâce à la stimulation électrique chronique de certaines zones cérébrales. Cependant, ces avancées sont encore limitées et il reste beaucoup à faire pour aider les patients atteints de maladies neurologiques et psychiatriques. En ce qui concerne votre question sur l'analogie avec l'apprentissage en intelligence artificielle, il est vrai que les cellules neuronales du cerveau jouent un rôle clé dans l'acquisition et la mémorisation des informations, en amplifiant les signaux électriques et en agissant comme des pondérateurs pour renforcer ou affaiblir certains signaux. Cependant, cette analogie est limitée, et il ne faut pas faire de parallèle trop poussé entre le fonctionnement du cerveau et celui des systèmes d'intelligence artificielle. Les deux sont des domaines très différents et complexes, qui ne peuvent être comparés de manière simpliste.